retrouve déjà aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Il y a quelques petites choses quand même que j'ai lues depuis la dernière fois, donc depuis ma rentrée de vacances. Donc j'avais envie de vous parler un peu de tout ça. Alors, il y a eu de la VF et il y a eu de la VO, donc c'est très bien. Alors, je ne sais plus trop bien l'ordre dans lequel j'ai lu ces livres, donc je vais commencer par vous montrer les VF. Alors, celui-ci, je ne pourrai pas vous en parler beaucoup puisque je dois attendre le 15 septembre avant de vous partager ma chronique, mais je vais quand même vous montrer. Il s'agit donc de La Sirène de Kirakas, donc qui est prévu le 26 septembre chez la collection Ware, et comme vous le constatez, j'ai eu droit à c'est ENC, donc que j'ai déjà lu. Et je dois dire que je suis malheureusement assez mitigée avec ce livre, plus généralement peut-être avec Kirakas, parce que j'ai rencontré le même problème qu'avec sa saga La Sélection, c'est-à-dire que l'auteur a d'excellentes idées, mais je trouve que comme La Sélection, ça reste très superficiel. Donc voilà, tout ce que je vais vous en dire, c'est que le mythe de la sirène dans ce roman est très intéressant, très intriguant. Franchement, c'est le pan de l'histoire qui m'a beaucoup plu. Après, il y a cette histoire d'amour qui m'a absolument pas convaincue, qui sort un peu de nulle part et qui fait que voilà, ça gâche un peu le livre. Je tiens à vous rassurer, l'histoire d'amour n'est pas du tout centrale dans ce roman, c'est justement pour ça aussi qu'elle ne m'a pas convaincue. Donc pour moi, le gros reproche, c'est que Kirakas se focalise sur un pan de son histoire et oublie un peu le reste, ce qui fait que parfois on trouve le roman un peu long et puis tout s'accélère très vite et voilà, il nous manque un petit quelque chose. Aussi, j'ai trouvé que La Sirène était assez déprimant à cause de l'héroïne, mais je vous en dis pas plus. Donc voilà, c'est une atmosphère très particulière. Encore une fois, je le dis, le mythe de la sirène est très intéressant. Mais voilà, il m'a manqué quelque chose pour que ce livre me plaise vraiment. Mais je vous en reparle donc le mois prochain plus en détail. Alors, on continue avec la série des VF. J'ai lu il y a peu, et vous pouvez déjà retrouver cette chronique sur le blog, Seulement si tu en as envie, de Bruno Combe. Alors, j'avais une petite appréhension parce que les avis que j'avais vus sur la blogo étaient un peu mitigés sur ce roman. Et je l'ai commencé un peu au hasard parce que je ne savais pas trop quoi lire. Et au final, je me suis vraiment laissée emporter par l'histoire. Déjà, je trouve que le style d'écriture est très moderne, très simple, va à l'essentiel. Il m'a beaucoup plu, donc franchement, on lit un chapitre et puis on se dit oh, encore un, puis encore un, puis encore un, puis encore un. Ils sont très bien dosés. J'ai beaucoup apprécié en début de chapitre les petites choses. Voilà, donc vous voyez, ça se présente comme ceci. On a un premier paragraphe et puis on a l'histoire. Donc ça nous situe un peu le contexte. À chaque début de chapitre, voilà, l'auteur prend le temps de nous situer par rapport à la scène qu'il va décrire. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympathique. Déjà, voilà, par exemple, 6 mois plus tôt, on a les choses les plus anodines peuvent parfois changer une vie, un message, un appel, et tout peut basculer. Nous devenons les spectateurs de notre destin qui s'évade. La valeur d'un instant devient alors d'une infinie richesse. Voilà, et je trouve ces petits messages vraiment très beaux pour certains chapitres. Au niveau de l'histoire, il est vrai que la 4e de couverture nous induit beaucoup en erreur parce qu'on nous parle donc d'une jeune femme, Camille, qui a tout pour elle, qui est avocate renommée, qui a une belle petite famille, donc un mari qui est aussi avocat et associé. Elle a 2 enfants, elle a cette copine. Il faut dire que voilà, elle est assez aisée, donc elle peut s'offrir tout ce qu'elle veut. Mais pour Camille, ça ne suffit plus, c'est-à-dire qu'avec son mari, ça ne va plus trop. Bon, il a toujours été comme ça, mais c'est vrai que à ce moment précis de l'histoire, en tout cas, Camille n'en peut plus de l'indifférence de son mari, de cette routine écrasante qui se résume à son boulot, métro, dodo. Finalement, il n'y a pas vraiment de surprise.
Et voilà, un petit peu du mal. Et c'est vrai que dans le résumé, on nous dit que tout d'un coup, eh bien, réapparaît son premier amour, Stephen. Et qu'à un moment donné, il lui envoie un manuscrit qui est inachevé. C'est elle à continuer l'histoire. Alors, on a l'impression au départ, quand on lit ce résumé, que le manuscrit va être au centre du roman. Il n'en est rien. Parce que l'auteur prend vraiment le temps donc de nous immerger dans la vie de Camille. Parce que voilà, c'est pas seulement une romance. Comme on pourrait le penser, au contraire, moi j'ai trouvé que c'était un roman de vie. Donc on va suivre Camille au quotidien, on va suivre ses doutes, ses questions, ses remises en question. Voilà, elle ne sait plus trop où est sa place. Et c'est vrai que quand Stephen la recontacte, tout d'un coup il y a plein d'émotions qui la submergent. Elle se revoit à 16 ans, elle ressent un peu tout ce qu'elle a vécu à 16 ans. Et puis il y a cette attirance qu'elle a envers lui, qu'elle doit contrôler parce que forcément elle a une famille déjà. Donc, c'est toute une histoire qu'on va suivre. Et finalement, Camille va revoir Stephen et les émotions sont bel et bien réelles. Donc, ces deux jeunes gens se rendent compte qu'ils s'aiment toujours, d'un amour assez passionnant et passionnel, qui est très beau, qui est véritable, j'ai trouvé. Mais voilà, encore une fois, est-ce que malgré tout, est-ce qu'il faut suivre son cœur? Est-ce qu'il faut suivre la raison? Est-ce que Camille est prête à sacrifier sa vie telle qu'elle est pour Stephen? Et bien voilà, ce sont toutes des questions qu'elle se pose. C'est très subtil. Alors j'en ai beaucoup aimé. Et puis il y a le manuscrit qui apparaît à un moment donné. C'est dommage qu'il n'apparaît pas un peu plus tôt parce que je trouvais que l'idée de Stephen qui écrit leur histoire et puis qui lui dit voilà, je suis arrivée à un moment donné où je vais rentrer dans la fiction, c'est-à-dire que j'ai écrit toute notre réalité. Maintenant, il ne reste plus que la fiction. Est-ce que je l'imagine ou est-ce que c'est toi qui l'écris? Donc c'était vraiment une super idée qui arrive un peu tard dans le roman. Et ça, c'est dommage, mais sinon, moi j'ai passé un très très bon moment avec cette lecture qui se dévore. Franchement, excellente surprise pour ma part. Alors ensuite, je suis passée à la VO. Et la VO numérique, voilà, avec 2 lectures et pas des moindres. Je vous assure que là, j'ai toujours pas fait mes chroniques. Pourquoi? Parce que je ne sais toujours pas comment mettre des mots sur ces lectures. Et alors, je vais essayer de vous montrer, voilà, la couverture de Harry Potter and the Cursed Child, qui est une lecture très particulière. Voilà, je l'ai pris en numérique parce que j'étais curieuse. Puis je pense que je vais surtout attendre la version brochée pour qu'elle aille avec mes autres livres. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier donc cette histoire de 8e tome parce que c'est tellement particulier. C'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre, donc c'est vraiment présenté comme une pièce de théâtre. Si je peux essayer de vous montrer le début. Attendez, parce qu'effectivement il y a toujours plein de choses. Bon, c'est dommage parce qu'avec le livre on voit mieux. Mais voilà, donc ce sont vraiment des dialogues. Vous avez Ginny, Albus, Harry. Voilà, donc c'est vraiment que des dialogues de la pièce de théâtre avec une petite description au début. Donc voilà, ce script a été fait pour la pièce de théâtre. D'ailleurs, quand on lit ce roman, on imagine vraiment les décors qui sont construits pour la pièce de théâtre, les effets spéciaux qui ont été imaginés aussi. Donc on se rend vraiment compte que ce texte est fait pour ça en priorité et non pas pour être un 8e tome. Donc il faut vraiment se mettre ça en tête quand on lit cette histoire. C'est que effectivement c'est une suite parce que ça se passe 20 ans après, même un peu après parce que les personnages vieillissent dans le temps. Donc c'est une suite et en même temps c'est à prendre vraiment à part puisque le format est tout à fait spécial. Donc ça j'y tiens parce que beaucoup ont décrié le livre en disant voilà c'était pas une suite à la hauteur, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de particulier. Je pense qu'il faut voir aussi la pièce pour se rendre compte du visuel. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a vraiment donné un sentiment de nostalgie. Je me suis dit oh là là, c'est vrai qu'Harry Potter c'est quand même Harry Potter.
Alors, l'histoire est construite autour d'un événement particulier qui fait qu'on va se replonger dans le temps. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on ressent beaucoup de nostalgie. Voilà, déjà le fait de retrouver Harry, Ron, Hermione qui ont maintenant 40 ans, c'est assez particulier. Je trouve que le trio a toujours la même dynamique, même si Ron, je l'ai trouvé moins charismatique qu'il aurait pu l'être dans les livres. Bon, c'est vrai qu'à la base, on voit toujours comme un meilleur ami qui apporte aussi une touche d'humour, mais ici c'était peut-être un peu trop cliché à mon goût. Et puis voilà, on revoit d'autres personnages comme Minerva McGonagall, Severus Rogue. Tout ça vous donne vraiment beaucoup de nostalgie, je le répète. Et puis à côté de ça, on va rencontrer Albus et Scorpius qui sont les fils de Harry pour Albus et de Drago. Et j'ai adoré ces personnages qui sont relativement bien travaillés. Il faut dire que ces pauvres garçons portent sur eux le poids de leur célébrité entre guillemets. Donc forcément Albus Potter, c'est le fils d'Harry Potter, donc il vit dans l'ombre de son père parce qu'Harry Potter restera toujours Harry Potter, qu'importe l'âge qu'il a, il a quand même sauvé le monde. Donc voilà, Albus a du mal à trouver sa place par rapport à son père et toute l'histoire va se résumer à ça. Et à côté, on a Scorpius qui, lui, est tout l'inverse de son père. Et c'est un personnage qui m'a énormément plu. Très doux, vraiment avenant, voilà, qui pense vraiment à son ami. D'ailleurs, entre les deux, je trouve qu'il y a une amitié vraiment très forte. Je ne vous cache pas qu'à un moment donné, je l'ai même trouvé très ambigu, cette amitié entre Scorpius et Albus. J'ai même pensé que ça irait plus loin pour tout vous dire. Donc voilà, ce sont deux personnages que j'ai beaucoup aimés. Alors ils vivent une aventure particulière, c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, c'est pas ce qu'il y a de plus consistant, c'est pas énorme, on sent bien que c'est une suite, pour peut-être dire une suite. Mais moi ça m'a plu malgré les incohérences. Après, il y a un seul élément que j'ai pas aimé et pour lequel je reste très sceptique, dont je vais pas vous parler. Qui a été aussi un peu trop précipité sur la fin. Donc voilà, c'est vrai que ça pourrait nous laisser un petit goût d'inachevé. À la limite, on pourrait même penser qu'il y aurait encore une suite. Ce ne sera pas le cas. Donc voilà, je pense que c'est une histoire qui a été faite donc vraiment pour la pièce et puis ici en livre pour les fans, pour retrouver l'univers d'Harry Potter. Mais pour moi, c'est pas vraiment un 8e tome. Je le dis comme ça parce que c'est plus facile en référence, mais pour moi, c'est pas vraiment un 8e tome. En tout cas, je ne sais toujours pas comment je vais écrire tout ça sur le blog parce que c'est assez complexe, mais moi, j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture. Et alors, la dernière lecture qui m'a complètement chamboulée, je ne sais pas non plus comment je vais faire pour vous en parler. Sincèrement, mettre des mots sur une lecture pareille, ça va être compliqué et je pense que tous ceux qui l'ont lu jusqu'à présent vont être d'accord avec moi. Il s'agit de It Ends With Us de Colleen Hoover. Voilà, c'est son petit nouveau. J'avais très peur de le lire. Déjà de 1 parce que j'avais été un peu déçue de November 9 qui était trop axé drama. Voilà, donc j'avais peur que ce soit pareil ici, surtout que Colleen Hoover disait que c'était son livre le plus dur, etc. Je voyais les premiers avis qui disaient que le livre était dur à lire, que c'était émotionnellement très fort. Et voilà, j'avais des appréhensions, et puis finalement, je me suis dit, allons-y, après tout c'est Colleen Hoover, je sais que là je vais lire un truc assez bien profond, voilà, c'est pas une romance pour dire qu'une romance. Et justement, loin de là, ce livre, ce n'est pas une romance, c'est une leçon de vie, c'est une véritable claque que je me suis prise dans la figure. Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons parce que, voilà, je comprends pourquoi Colleen Hoover dit que c'est son livre le plus difficile quand elle a écrit. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire parce que c'est un sujet très particulier, mais
franchement, oubliez Maybe Someday, oubliez Ugly Love, oubliez November 9, oubliez Confess, où l'auteur était à peu près toujours dans le même schéma. Même si ces histoires sont toujours assez profondes, celui-ci est extrêmement différent. Je pense qu'effectivement toutes les femmes devraient le lire parce qu'il y a vraiment un message fort derrière. Les personnages sont extrêmement bien travaillés. Je trouve que Lily, notre héroïne, est fantastique. Ce qui est bien aussi dans ce roman, c'est que pour une fois, il n'y a pas de changement de narration, donc on ne suit que Lily. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Son ressenti donc, est pour nous 10 fois plus fort en plus par rapport à ce qu'elle traverse. Puis il y a des personnages comme Ryle et des personnages comme Atlas. Alors ce serait difficile de vous en parler. Au début j'ai beaucoup aimé les deux, je ne savais pas vraiment vers qui me tourner. Ils ont une place particulière dans la vie de Lily, un rôle très différent. Alors c'est pas un triangle amoureux, je vous rassure, j'ai eu peur au début mais ça n'est pas du tout un triangle amoureux. Et puis il y a la meilleure amie, Alyssa. Et puis alors cette histoire avance dans le temps, c'est mature, c'est écrit avec une justesse et un réalisme monstrueux. Voilà, pour moi c'est difficile de comparer avec ses anciens romans, mais en tout cas c'est peut-être là son meilleur roman, même si j'ai toujours une petite préférence pour Maybe Someday, les deux histoires sont tellement incomparables. Mais celui-ci, voilà, je me suis dit, bon ben, voilà quoi. C'est très difficile d'expliquer son ressenti face à une histoire pareille. Donc je vous le conseille vraiment. Il devrait être traduit de toute façon en français. Je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Si vous ne voulez pas attendre, sachez que comme tous les autres, ce roman est très accessible en français, en anglais. Je m'y perds d'ailleurs, voilà, je perds mes mots face à cette lecture. Donc très accessible en VO, donc n'hésitez pas si vous avez envie de le découvrir. Ça se dévore en plus, on ne peut pas s'arrêter de lire parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. On a la boule au ventre, on ne sait pas comment ça va se terminer, c'est super intense. Enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, et je m'incline devant Colleen Hoover qui est vraiment une auteure exceptionnelle à mes yeux. Voilà pour mes dernières lectures en date. Je me rends compte franchement qu'elles m'ont toutes beaucoup plu, peut-être à part pour La Sirène. Mais voilà, ce sont des lectures que je vous conseille quand même globalement, qui sont toutes les quatre très différentes les unes des autres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu en tout cas 3 d'entre elles, puisqu'il y en a un qui était plutôt inédit, sauf si vous l'avez lu en VO, de me dire donc votre avis sur ce nouvel update lecture. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve comme toujours sur le blog et les réseaux sociaux.